Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et en l'occurrence, nous décrypterons ensemble l'investissement dans les forêts, un investissement de diversification qui peut en même temps permettre de donner du sens à une partie de son épargne. C'est ce que nous verrons dans un instant avec Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale au sein de la BRED Banque Privée. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la rénovation énergétique des biens immobiliers. Nous tenterons de faire un état des lieux de l'avancée de la rénovation énergétique du parc immobilier français avec Alessa, le directeur programme France Rénov au sein de l'ANA. Nous tenterons également de comprendre quelle est la méthodologie à mettre en place pour rénover son bien. Ce sera dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. À tout de suite. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous donc dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment et pourquoi investir dans des forêts ou faire appel à des forêts d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieure patrimoniale au sein de BRED Banque Privée. Alors effectivement, l'investissement dans les forêts n'est pas nouveau, cela se pratique depuis plusieurs années, que ce soit en direct ou via des fonds d'investissement. On va y revenir. Est-ce que vous constatez, dans un contexte de volonté d'intégrer de l'impact dans ces investissements, un attrait particulier pour l'investissement dans les forêts actuellement ? Oui, tout à fait. Donc on le voit que c'est vraiment une demande de nos clients d'investir davantage dans ce type d'actifs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres. Oui. Aujourd'hui, les forêts, c'est 33% du territoire français, détenu à 75% par des propriétaires privés. D'accord. En termes de prix médian à l'achat, on est autour de 4 410 € l'hectare. D'accord. Et on a une tranche entre le plus bas, c'est 700 environ, 700 € jusqu'à 13 000. Donc en fonction de la zone géographique, la nature des essences, donc c'est les différentes formes de. Quand on dit essence, d'arbres, effectivement, on parle de type d'arbre, voilà, effectivement. Variété, exactement. Et aujourd'hui, il y a clairement une hausse de ces prix. Il y a une demande, en effet. Et dans un contexte de réchauffement climatique, on peut clairement dire que ça répond à cet objectif parce que tout simplement avoir des actifs forestiers dans son portefeuille, ça contribue à la protection de l'environnement. Donc l'acquisition, l'entretien, l'exploitation et puis l'agrandissement de ces domaines, c'est assez important en termes de réchauffement climatique. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est le principal puits Bien sûr, de carbone ouais. En France. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que les prix montent à l'acquisition parce qu'il y a de plus en plus de demandes à l'acquisition et donc, dans ces acquéreurs, des investisseurs finalement. Exactement. Alors après, vous allez avoir deux types d'investisseurs. Vous avez en effet l'investisseur passionné qui va plus s'orienter vers de l'investissement en direct. Donc l'investissement en direct va permettre de jouir du bien, d'avoir des revenus également parce que la coupe du bois peut générer des revenus complémentaires. Donc là, on achète une parcelle de forêt finalement, on l'entretient et ensuite on peut en générer des revenus donc avec la coupe du bois, mais on est également on peut louer. On peut louer, d'accord. La forêt à des chasseurs, tout simplement. S'il y a du gibier sur votre terrain, vous pouvez le louer. Donc ça contribue du coup à avoir des revenus complémentaires. Donc quête de sens dans le cadre d'un réchauffement climatique. Revenus complémentaires avec la vente de bois. Également, un moyen de diversifier son patrimoine. Donc là, on va plus s'orienter vers des investisseurs qui souhaitent vraiment varier leurs différents actifs, donc des actifs financiers, des actifs immobiliers, mais également des actifs forestiers. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ils sont peu volatiles et c'est décorrélé des marchés financiers. Et en plus de ça, c'est tangible. Donc avec une fluctuation parfois des marchés financiers, on se dit qu'avoir une forêt, là on a une valorisation qui reste stable. D'accord. Oui. Alors après on se demandera effectivement pour quelles raisons on y va et à quel moment de sa stratégie de gestion patrimoniale. Mais donc là vous nous avez parlé de l'investissement en direct, de l'acquisition en direct. Ensuite on peut le transformer effectivement en investissement ou non, mais on peut également passer par des fonds d'investissement spécialisés dans les forêts. Vous pouvez investir dans des fonds. Donc nous on travaille avec des partenaires spécialisés dans ce domaine. L'avantage principal, c'est que vous n'avez pas à l'exploiter, puisque pour avoir certains avantages fiscaux, on en parlera tout à l'heure, donc il y a des
conditions d'exploitation, une gestion durable, donc pour éviter une coupe intensive des bois, avoir un mauvais entretien des forêts conduisant parfois malheureusement à des incendies. Et là, donc via des fonds, donc c'est le fonds qui vous êtes tout simplement propriétaire de parts sociales, et le fonds se charge de gérer la forêt, d'entretenir, de s'occuper de tout ce qui est plantation, reboisement, etc. Assurance également ? Assurance également. Et au niveau des valeurs des parts sociales, après, encore une fois, c'est la variété des essences, la zone géographique. C'est vrai qu'il y a certaines zones, donc on a vu, du fait d'un mauvais entretien, il y a eu plus d'incendies. Donc forcément, il faut aussi réfléchir à la zone géographique de vos investissements. Mais c'est clairement un actif à avoir dans son portefeuille, en diversification, pas forcément en actif principal, sauf si vraiment vous êtes passionné, mais en diversification, une fois que vous avez de l'immobilier, jouissance, rendement, des actifs financiers, assurance vie, compte titre PEA, c'est clairement, à mon sens, un investissement quête de sens. Donc dès qu'on cherche finalement à diversifier au-delà des investissements un peu plus traditionnels, la forêt peut arriver effectivement... dans ces catégories de diversification. Sauf que, alors, on n'y va pas pour du rendement élevé. On est aux alentours de quel pourcentage de 2,5 à peu près, en fonction des types de forêts. On n'y va pas pour du rendement. Après, ça reste quand même un actif qui ne cesse de monter. Bien sûr, vu avec les problèmes énergétiques, on a vraiment une orientation vers le bois. Donc forcément, en termes de rendement, on va avoir des rendements plus intéressants. Après, donc, comme je disais tout à l'heure, on a également des avantages on y va peut-être plus pour des avantages fiscaux. D'accord. Il y a des avantages fiscaux assez intéressants. Alors, par exemple, lorsque vous faites une acquisition en direct, vous pouvez avoir une réduction d'impôt. D'accord. Qui n'est pas très élevée, c'est 18% du prix d'acquisition. C'est pas plafonné, alors lorsque vous êtes en personne seule, environ 5 700, si je ne me trompe pas. D'accord. Et 11 000 et des poussières lorsque vous êtes en couple. Les travaux forestiers que vous pouvez faire vous-même, vous avez également un crédit d'impôt. Alors, encore une fois, ça ne va pas chercher bien loin. En revanche, c'est vraiment au niveau de l'IFI. Donc vous savez, l'IFI, vous rentrez tous vos biens immobiliers, vos parts sociales de SCPI, mais également les bois et forêts. Et là, les bois et forêts bénéficient d'une exonération de 75%. D'accord. Vous avez juste à intégrer 25% en base au niveau de votre déclaration IFI. D'accord. Et en contrepartie, vous avez des conditions, bien sûr. L'engagement de conservation, environ 30 ans. La gestion durable, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc respecter la biodiversité, etc. Mais en contrepartie, vous avez quand même cette exonération qui est assez importante. Et ça, de manière indifférenciée, que l'on investisse en direct ou via un fonds d'investissement ? Tout à fait. D'accord. Oui. À partir du moment où le fonds, qui normalement est le cas, respecte toutes ces conditions, vous avez du coup cette exonération. Également en donation, en succession, si vous êtes propriétaire de terrain, de bois et forêt, vous pouvez transmettre avec cette même exonération de 75%. Seuls 25% est taxé au droit de succession ou au droit de donation, à charge pour l'héritier et le donataire à respecter les conditions normales d'exploitation. Notamment les 30 ans de conservation, c'est-à-dire qu'on peut transmettre son engagement à conserver 30 ans à ses héritiers. Oui, et à charge pour les héritiers de conserver. Et enfin, le troisième volet fiscal, on n'entend pas beaucoup parler, c'est que certains fonds sont éligibles à ce qu'on appelle, vous savez, lorsqu'on vend son entreprise et qu'on est sous le bénéfice du report d'imposition, bien sûr, vous avez une obligation de réinvestissement. Ce qu'on appelle l'apport cession. Exactement. D'accord. Certains fonds sont éligibles, du coup, à ce type de réinvestissement, donc à la condition que ces fonds commercialisent, exploitent vraiment les bois et forêts, que ce soit vraiment une activité commerciale. Et dans ce cas, lorsque vous avez cédé votre entreprise et que vous êtes tenu à 60% de réinvestissement, bois et forêt, certains fonds peuvent répondre du coup à cette Parce condition. qu'on connaît plus l'apport cession quand on réinvestit dans une autre entreprise et qu'on finalement on alimente l'économie réelle, mais ça vaut également pour l'activité d'exploitation d'une forêt. Exactement, parce que les fonds emploient des salariés, il y a vraiment une activité économique derrière, et puis ça reste quand même moins volatile que le private equity, même si c'est quand même important de l'avoir en termes de classe d'actifs, mais ça reste moins volatile, donc ça peut en plus répondre à cet objectif de report d'imposition et obligation de réinvestissement. On a évoqué le rendement tout à l'heure, on a évoqué rapidement le sujet des assurances derrière. Effectivement, il y a cette idée de risque. Où est le risque quand on investit dans des forêts ? Alors effectivement, la valorisation ne bouge pas, mais le risque, c'est peut-être un mauvais entretien de la forêt, les incendies, comme on a pu le voir cet été ? Pas que, il y a aussi les maladies. Si c'est mal entretenu, vous pouvez avoir, je ne suis pas une spécialiste, de ces petites puces qui peuvent grignoter vos arbres, mais également ceci. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien choisir la zone géographique, d'avoir une assurance. D'autant plus que ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est que pour les investisseurs en direct, ils peuvent avoir une réduction d'impôt au titre des cotisations aux assurances. Donc il est très important d'avoir une assurance. Et alors après, ce qui se passe aussi, notamment au niveau de l'exploitation par des fonds,
c'est que les fonds, aujourd'hui, sélectionnent les essences en fonction de leur résistance au réchauffement climatique. D'accord. Parce que malheureusement, il y a certains arbres qui brûlent plus facilement que d'autres. Donc, les fonds commencent vraiment, même plusieurs années, à réorienter leur type d'exploitation. Pour en fait proposer et gérer des forêts plus résistantes, c'est ça, dans les conditions actuelles? Tout à fait. Donc, voilà. Donc c'est effectivement à prendre en compte. Vous nous avez mentionné tout à l'heure que la forêt, c'est quoi? C'est 33% du territoire français, ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, un épargnant français, quand il investit dans des forêts, investit seulement dans la forêt française? Non, les fonds avec qui nous travaillons investissent également dans les forêts au nord de l'Europe. D'accord. Donc vous pouvez aussi investir en Écosse, en Angleterre. Enfin, vous pouvez vraiment, via des fonds, investir sur toute l'Europe si vous le souhaitez. Donc on peut intégrer finalement une diversification dans cet actif diversification de zone géographique. Oui. D'accord. Oui, au même titre que des placements financiers. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'investissement en bois et forêt, c'est que vous pouvez, au sein même de votre investissement, diversifier le risque par rapport à la zone géographique. Comme diversifier aussi en termes de variété d'arbres. Donc, pas obligé d'avoir que du sapin ou que du douglas. Je ne connais pas tous les arbres non plus, mais voilà, j'en ai cité 2. Mais vous pouvez en plus diversifier dans la nature des arbres. C'est un investissement qui correspond à tout type de profil d'épargnant. Alors, on a effectivement mentionné le moment auquel on peut commencer à penser à intégrer une diversification et donc un investissement en forêt dans son portefeuille finalement, ou dans son patrimoine. Est-ce que ça correspond à tout type d'investisseur ou quand même il y a une typologie derrière qui est plus concernée par le sujet? Pour l'investissement en direct, vu les contraintes d'exploitation, d'entretien, il faut vraiment être passionné. Il faut vouloir y passer du temps finalement. Voilà, exactement, il faut vouloir y passer du temps. Après, il y a toutes ces contraintes quand même, le réchauffement climatique, le risque d'incendie. Donc, il faut avoir conscience qu'en face, le rendement n'est pas aussi élevé par rapport à toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir. Via des fonds, il y a quand même les obligations de conservation. Donc, ça peut. Alors, investissement en direct, il faut vraiment être passionné. Et ensuite, tous ceux qui ont vraiment envie de donner du sens à leur patrimoine, moi je trouve que c'est vraiment l'investissement à réaliser dans des proportions raisonnables eu égard à l'ensemble du patrimoine. Je ne vais pas vous dire qu'il faut avoir que de la forêt. Bien sûr, non, ça reste de la diversification, comme on l'a dit. La diversification. Oui. Les engagements les obligations de conservation sont plutôt assez longues. Donc, je ne vais pas dire plutôt fait, mieux c'est. Oui. Mais ça reste quand même, comme je vous disais en introduction, un placement passion. Au même titre que l'art, par exemple. Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bred Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble où est-ce que nous en sommes en matière de rénovation énergétique du parc immobilier français. Ce qui nous amènera également à nous poser la question de la méthodologie à mettre en place pour rénover donc en matière d'énergie un bien immobilier. Autant de questions que nous allons aborder avec Alessal. Bonjour Alessal. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur du programme France Rénov au sein de l'ANA. Vous suivez de près ce sujet de rénovation énergétique du parc immobilier français. Le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux pour cette rénovation énergétique du parc immobilier français. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en début d'année 2023, sur cette rénovation du parc immobilier? On a quoi? On a 5 millions de passoires thermiques? C'est ça, exactement. En fait, pour peut-être resituer l'enjeu pour les personnes qui nous écoutent, l'objectif qui est porté par le gouvernement, c'est de rénover 20 millions de logements dans les 20-30 prochaines années. Bien sûr. Donc le défi est colossal. Et à l'intérieur, effectivement, de ces 20 millions de logements, on en a à peu près un quart, donc 5 millions, qui sont effectivement des passoires thermiques, donc des logements qui consomment beaucoup d'énergie. Et un autre chiffre aussi qu'il est important d'avoir en tête pour repositionner aussi le sujet, c'est qu'on a 12 millions de ménages qui souffrent de précarité énergétique. D'accord. Donc c'est colossal. Qui sont qui ne sont pas comptés dans les 5 millions de passoires thermiques. Alors en fait, ce sont 12 millions de personnes qui peuvent vivre dans des passoires thermiques, qui peuvent aussi ne pas y vivre, mais du coup qui sont concernées à la fois par des problématiques de confort, des problématiques aussi de cherté en fait de la vie, et donc notamment des factures
d'énergie, et puis aussi des problématiques sociales qui vont également se poser. Donc on est sur finalement une multiplication, une addition de difficultés qui peuvent se présenter. Donc l'enjeu de l'ANA, c'est vraiment de répondre à cette question-là, à la fois de rénover un maximum de logements pour les sortir de leur situation de passoire énergétique, et puis sortir aussi les gens de la précarité, et donc de pouvoir accéder à des logements de meilleure qualité. Avec cet enjeu de faire comprendre le pourquoi finalement, pourquoi procéder à une rénovation énergétique, parce que le gain imminent n'est pas forcément identifié pour ceux qui doivent engager des travaux de rénovation énergétique. C'est ça, et d'où l'enjeu aussi de bien informer sur quel est l'intérêt, qu'est-ce que finalement ça va m'apporter de faire ces travaux de rénovation qui peuvent parfois effectivement être vécus comme une contrainte, qui sont intrusifs, c'est toujours un peu compliqué, mais il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est le confort et la qualité de vie dans son logement. C'est vraiment un point sur lequel je pense qu'on peut tous trouver un intérêt. Un deuxième point qui est aussi, je le disais tout à l'heure, mais les économies générées sur les consommations d'énergie, ce sont aussi des économies sur la facture. Donc derrière, c'est du pouvoir d'achat qu'on peut réinjecter sur d'autres postes de dépenses. D'accord. Et puis ensuite, il y a des enjeux effectivement de valorisation de son bien, de valorisation patrimoniale, de valorisation du point de vue de sa performance, et aussi donc de pouvoir le louer plus facilement, le revendre plus facilement, et donc il y a aussi un enjeu économique derrière. Oui, parce qu'il y a un calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques qui a été mis en place par le gouvernement, qui mécaniquement a un impact sur la valorisation des biens immobiliers lorsqu'ils sont mis en vente, et donc effectivement ça rejoint votre troisième point. Si on regarde un petit peu le rythme aujourd'hui de rénovation que vous pouvez constater à l'ANA, est-ce que vous êtes satisfait du rythme des rénovations? Alors, j'ai trouvé des chiffres, je ne sais pas si c'est ceux que vous avez également, mais que vous aviez quoi, un objectif de 500 000 rénovations par an, si je ne dis pas de bêtises. Alors on est à plus que ça même en termes de résultats. Alors peut-être pour resituer, on est vraiment sur une accélération depuis 5-6 ans, grosso modo, de la dynamique autour de la rénovation des logements. Et plus particulièrement depuis 2020, avec le lancement de MaPrimeRénov', on a passé clairement un saut d'échelle considérable. Depuis le lancement de la prime, donc c'était en janvier 2020, donc maintenant ça fait à peu près 3 ans maintenant que la prime existe. On est sur plus d'1,5 million de bénéficiaires. Donc il y a 1,5 million de personnes qui ont bénéficié de cette aide-là. Donc on voit qu'on est sur un rythme extrêmement important. L'année dernière, on était à pas loin de 700 000 bénéficiaires. L'année d'avant, 2021, on était à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Donc on voit qu'il y a un mouvement très fort et très puissant qui fait qu'on est dans une tendance à l'accélération. Après, effectivement, dedans, on a besoin de se mettre encore plus à un niveau de performance qui va permettre d'atteindre pleinement nos objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Oui, parce que dans les demandes de MaPrimeRénov', qui aujourd'hui est ouvert à tous, ce qui n'était pas le cas au début, mais qui aujourd'hui est ouvert à tous sans condition de revenus, en fait, quand on fait une demande pour MaPrimeRénov', on ne va pas forcément faire une demande pour une rénovation complète du bien, mais peut-être juste pour un système de chauffage ou un système d'isolation, par exemple. C'est ça. En fait, ce qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, c'est que l'objectif est d'apporter une réponse à chacun. Donc la question qu'un ménage va se poser va vraiment être liée à sa situation, à la fois à la typologie de son logement et aux besoins que celui-ci peut avoir. Donc effectivement, MaPrimeRénov', mais c'est une gamme plus globale d'aides portée par l'ANA, donc permet de répondre à ces différentes situations, à la fois pour des rénovations relativement simples qui vont concerner un geste de travaux, c'est souvent effectivement le remplacement d'un équipement de chauffage, mais aussi des opérations plus complexes, donc ce qu'on appelle des rénovations globales, qui permettent de traiter le chauffage, l'isolation, la ventilation, et donc de rechercher des performances plus élevées encore. Mais donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est efficace de faire qu'un peu, mais pas la totalité, ou il faut au contraire rénover l'intégralité de son bien pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, des économies d'énergie, un meilleur confort et moins d'émissions de carbone du parc immobilier? Alors à nouveau, l'enjeu est vraiment de se replacer du point de vue de l'usager et de sa situation. Donc quand on regarde la situation d'un usager, d'un ménage, il peut y avoir différents cas de figure qui se présentent. Donc évidemment, l'objectif qu'on porte à l'ANA et qui est globalement porté par l'État, c'est d'emmener tout le monde vers des rénovations les plus complètes, les plus performantes possibles. Sauf que pour certains, ce sera possible de le faire en une étape, pour d'autres en 2, peut-être en 3. L'objectif, c'est de pouvoir proposer ce parcours-là à chacun, en étant vraiment centré sur son besoin, mais effectivement à chaque fois en allant rechercher le niveau de performance le plus important. Donc oui, un geste, ça peut fonctionner,
mais ça ne peut fonctionner que si ça s'inscrit dans un parcours. D'accord. Et c'est ça que met en place l'ANA. Il suffit pas de replacer sa chaudière, par exemple. Ça peut être la première étape. Parfois, ça peut effectivement être la première étape. Parfois, ça peut répondre aussi à un besoin très ponctuel qui peut suffire à l'instant T. Mais à nouveau, nous, ce qu'on recherche côté ANA, et c'est vraiment la tradition d'ailleurs des dispositifs qui sont portés par l'agence, c'est vraiment d'être sur des rénovations complètes qui permettent de traiter plusieurs problématiques dans le logement. Alors, vous nous l'avez dit, depuis le lancement de MaPrimeRénov', vous constatez une accélération des demandes donc de primes et mécaniquement donc de travaux réalisés. On va essayer de comprendre ensemble quelle est la méthodologie un petit peu côté propriétaire qui gère ces travaux. Juste avant, est-ce que vous constatez des points de blocage aujourd'hui sur la rénovation énergétique d'un bien immobilier ? On peut en identifier plusieurs. On a évoqué au travers des aides le blocage financier qui, encore une fois, est un levier extrêmement important dans l'aide à la décision, sûr, finalement. Ouais. Et donc, c'est ce que la réponse qu'on apporte, c'est via MaPrimeRénov', via les différentes aides que porte l'ANA, les aides des collectivités également. Il y a un deuxième frein qui est lié aussi à la disponibilité de professionnels pour réaliser les travaux. Bien sûr. Donc ça, on voit qu'on a effectivement un contexte qui est très difficile pour les professionnels du secteur parce que beaucoup de demandes, pas suffisamment de main-d'œuvre pour y répondre dans les volumes attendus, des projets complexes aussi. Et de manière non unifiée sur le territoire français. Exactement, et puis avec des problèmes effectivement de répartition sur le territoire, ce qui font que certains territoires sont effectivement plus en difficulté pour obtenir ne serait-ce qu'un devis, pouvoir trouver un artisan qui soit disponible pour réaliser les travaux. Donc on a des enjeux aussi comme ça qui peuvent être des freins. Et puis un obstacle parfois aussi qui peut être d'ordre psychologique sur le fait que une rénovation c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'intrusif. Et donc on a besoin d'être assuré, on a besoin d'être en confiance. Et ça c'est tout le rôle de l'accompagnement aussi qu'on est en train de déployer avec France Rénov'. Et avec notamment mon accompagnateur Rénov' que j'ai vu sur votre site où là il y a un interlocuteur dédié qui suit les travaux, c'est ça ? C'est ça. Mon accompagnateur Rénov', en fait, c'est un tiers de confiance, c'est une réponse pour donner confiance au ménage pour rénover son logement. Donc c'est pas l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, non, c'est pas un architecte, c'est quelqu'un qui est spécialisé. Ça peut être un architecte. Ça peut être un architecte. En fait, il y a plusieurs professionnels qui aujourd'hui réalisent des missions d'accompagnement et demain, avec mon accompagnateur Rénov', le but c'est d'augmenter le nombre d'accompagnateurs qui existent sur le territoire de façon à proposer un accompagnement pour le ménage, pour définir son projet de travaux, encore une fois un projet qui soit adapté à son besoin, et ensuite trouver effectivement les financements qui vont lui permettre de réaliser ce projet-là et les entreprises qui vont pouvoir faire les travaux. Donc c'est finalement un maillon dans la chaîne qui permet de faire le lien entre le ménage, les entreprises de travaux et de faire en sorte que ces deux se rencontrent dans un cadre de confiance. Alors on ne va pas revenir sur les sujets DPE ou audit énergétique, on les a déjà souvent traités dans cette émission et on a effectivement pu les commenter sous tous les angles. Simplement, quand on veut mettre en place une rénovation énergétique, on peut être un peu perdu. On ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas ce qu'il faut mettre en place. Alors, c'est justement l'audit énergétique a été conçu pour répondre à cela. Aujourd'hui, tous les propriétaires n'ont pas forcément effectivement accès à cette information. Quelle est la méthodologie idéale en matière de rénovation énergétique avec peut-être une petite contrainte supplémentaire à l'ESSAL qui permet de lisser peut-être l'investissement dans le temps en même temps. Alors, la réponse principale, c'est France Rénov', vraiment. C'est une réponse, pourquoi ? Parce que France Rénov', c'est l'ambition de porter une offre d'information, de conseils et d'accompagnement pour tous les Français, quelle que soit leur situation. Et donc, finalement, par rapport à la question qu'on peut se poser, qui est « je veux faire des travaux, comment je fais ?» La première réponse, c'est France Rénov'. D'accord. C'est à la fois le site internet, donc france-rénov.gouv.fr, c'est un numéro de téléphone également, mais c'est aussi des conseillers qui sont présents sur le terrain. Et donc, grâce à cette information, à ce conseil, on va pouvoir aussi se poser davantage sur la situation de son logement, quelle est l'étiquette énergétique, parce que maintenant c'est très important. Est-ce que j'ai un DPE, est-il à jour ? Dois-je faire un audit ? Donc il faut commencer par faire un DPE.
Alors, maintenant, c'est obligatoire depuis 2006 de toute façon, et puis il y a eu un certain nombre d'évolutions qui ont entraîné une amélioration, une fiabilisation du diagnostic de performance énergétique. Là maintenant, l'enjeu, c'est de se dire comment on arrive à faire de cet outil un véritable levier de décision et pas seulement d'information pour réaliser des travaux. Donc d'où l'enjeu de l'information et du conseil en amont via France Rénov', et puis ensuite effectivement de trouver des auditeurs qui vont pouvoir faire un audit qui permet de dire voilà, quel est l'état de consommation de son logement à l'instant T, quels sont les travaux les plus pertinents à faire pour obtenir justement des gains de performance les plus élevés, et puis ensuite effectivement de trouver les artisans. Et après, pour lisser dans le temps l'effort, on a besoin effectivement de financement, donc les aides, notamment MaPrimeRénov' et ses déclinaisons, mais aussi des solutions de financement du reste à charge, donc via des prêts, comme l'éco-prêt à taux zéro par exemple. Et d'ailleurs, on a mis en place en fin d'année dernière à l'ANA un couplage entre l'éco-prêt à taux zéro et MaPrimeRénov'. Ce qui fait que si demain vous bénéficiez de MaPrimeRénov', vous avez simplement une attestation à transmettre à votre banquier pour que vous puissiez plus facilement bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Donc voilà, il y a ce type de solution aussi qui existe. On peut financer la totalité des travaux avec MaPrimeRénov' et un éco-prêt à taux zéro, ou il y a quand même un reste à charge pour les propriétaires lorsqu'ils engagent ces travaux? Alors ça va dépendre du coût total des travaux, mais grosso modo sur MaPrimeRénov', on arrive à des taux de financement qui peuvent être assez importants. Et après sur le reste à charge, ça va dépendre effectivement du coût global, mais grâce à l'éco-prêt à taux zéro, on arrive sur un montant de financement qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. D'accord. On est déjà sur des volumes assez élevés. Et puis effectivement, après, il peut y avoir une part d'apport personnel ou d'autres solutions aussi de financement qui peuvent exister par ailleurs. Alors il y a d'autres aides que MaPrimeRénov', il y a également les certificats d'économie d'énergie auxquels on peut faire appel. Je voulais revenir sur la méthodologie des travaux, vous nous l'avez effectivement expliqué. Est-ce que vous constatez que on commence tout le temps par la même chose, où il y a des travaux qui reviennent très régulièrement? Je pense notamment à l'isolation des combles, l'isolation des murs, le changement d'une chaudière, c'est des exemples comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent très très régulièrement? Alors sur ce qu'on constate vis-à-vis de MaPrimeRénov', c'est qu'effectivement il y a une appétence très forte sur les modes de chauffage. Et donc aujourd'hui, à peu près les 2/3 des aides distribuées sur MaPrimeRénov' concernent des équipements de chauffage. Mais c'est pas totalement par hasard, c'est parce que le chauffage, c'est les 3/4 de nos consommations d'énergie dans le logement. Donc c'est un impact quand même très fort sur notre facture à la fin. C'est aussi un enjeu pour nous en termes de politique publique d'adresser la décarbonation des modes de chauffage. Donc via MaPrimeRénov', on a accéléré l'éradication du fioul. Là, on réduit aussi le nombre de chaudières gaz progressivement pour les changer vers des systèmes décarbonés qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Et puis effectivement, derrière, des travaux d'isolation. Donc c'est 20% des dossiers MaPrimeRénov' qui concernent l'isolation des logements. Donc il n'y a pas forcément un ordre aujourd'hui qu'on constate, mais par contre dans l'ordre des travaux à faire, selon plusieurs études de l'ADEME, de Négawatt ou d'autres acteurs, il faut effectivement plutôt commencer par l'isolation, traiter les enveloppes, ensuite réaliser le chauffage, l'isolation et traiter cela ensemble. Donc soit encore une fois en une fois, soit en plusieurs. Pour lisser exactement. Ça permet de lisser l'effort et l'investissement. Merci beaucoup Alessal d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur du programme France Rénov' au sein de l'ANA. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.